pour débattre de toutes ces questions et notamment pour cette première table ronde de cette problématique verticale de l'organisation de la diffusion du droit au pari, on a donc prévu une table ronde dans laquelle Patrick Spilart, vice-président de l'autorité de la concurrence, va rappeler un peu quels sont les enjeux concurrentiels associés à cette première problématique. Puis on va donner la parole, alors d'abord à quelqu'un qui représente en quelque sorte le point de vue des vendeurs de droits, des détenteurs de droits, avec Gilbert Izerne qui est directeur général de la Fédération française de tennis. Puis on va donner la parole en alternance à des nouveaux entrants sur ce marché et à des opérateurs plus historiques. D'abord Antonio Costanzo, qui est chez Bwin en charge des affaires publiques et des marchés régulés. Puis à Pierre Pagès, secrétaire général du PMU. Puis à Emmanuel de Roland-Chabot, directeur général de The Turf. Puis à Charles Lantieri, qui est directeur général délégué de la Française des Jeux. Donc je donne tout d'abord la parole à Patrick Spilart. Bien entendu, je réinterviendrai pour donner la parole à ceux dans la salle qui auront envie d'intervenir. Et nous souhaitons évidemment que les débats soient très actifs et que vous participiez tous au débat qui suivra cette première série d'exposés. Merci Anne. Je voudrais d'abord expliquer une chose à ceux qui ne sont pas forcément familiers avec l'organisation du travail de l'autorité de la concurrence. Pour préciser une chose, le travail qui va aboutir à finalement à donner un avis à la fin de cette année ou au début d'année prochaine est réalisé en deux fois à l'autorité de la concurrence. D'abord, les services d'instruction doivent procéder à un examen et ensuite, une fois que cet examen est terminé, et c'est le cas, le collège se saisit du sujet et le collège a besoin finalement d'un éclairage qui n'est pas simplement celui des services d'instruction mais qui est l'éclairage des acteurs du marché et il a besoin de se poser certaines questions. Donc la démarche que nous allons prendre, et ça va être finalement l'objet de ma très très courte intervention, c'est une démarche de questionnement. Et c'est donc une démarche que nous avons qui est totalement ouverte. Nous nous posons des questions sur un certain nombre de sujets et nous répondrons à ces questions en fonction des compétences que nous avons, parce que les compétences en matière de droit de la concurrence sont un élément extrêmement important. Il y a certaines questions sur lesquelles nous pouvons avoir compétence, il y a d'autres questions sur lesquelles nous ne pourrons pas avoir de compétences. Et dans la vie, nous l'exprimons très clairement et donc nous devons faire un départage. Sur l'article 63 qui a donné une compétence à l'autorité de la concurrence, concurremment à l'ARJEL, la première remarque, c'est que l'intervention de ces deux institutions spécialisées se fait à travers d'avis non contraignants, donc qui ne suppose pas pour l'autorité de la concurrence de l'engager sur un plan contentieux. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous souhaitons avoir un exposé de notre grille d'analyse. Alors, qui dit exposé de la grille d'analyse conduit évidemment à s'interroger d'abord sur le marché, et éventuellement la segmentation du marché qui peut exister en matière de droit du pari dans le domaine sportif. Donc nous nous posons cette question. Nous nous posons la question de savoir s'il existe des compétitions entre guillemets premium qui doivent être distinguées des autres. Donc ça, c'est une première interrogation que nous avons. Et la deuxième interrogation, qui est évidemment le nerf de la guerre, c'est évidemment sur les modalités de révélation du prix. Comment doivent s'organiser ces modalités de révélation du prix, sachant que là encore, en matière, dans ce domaine-là, il y a des compétences qui relèvent du régulateur, d'autres qui peuvent relever des autorités de la concurrence, mais là encore, nous devons avoir un départage qui est parfaitement clair. Et nous souhaiterions nous interroger pour savoir si les modalités qui sont aujourd'hui retenues par le législateur, comme il en a évidemment le droit, si ces modalités permettent aujourd'hui clairement par rapport aux exigences du droit de la concurrence, permettent aujourd'hui clairement d'aboutir à des fixations de prix qui sont conformes aux analyses de marché que l'on peut avancer. Voilà, donc vous comprenez qu'aujourd'hui,
les différents collègues qui sont dans la salle et moi-même, nous sommes dans une expectative, puisque nous avons besoin de différents éclairages. Et c'est pour ça que je vais, après cette très très courte introduction, passer la parole au premier intervenant, qui est l'intervenant clé, puisque c'est l'offreur des droits. Bien, merci, bonjour à tous. Comme vous le savez sans doute, la Fédération française de tennis a été d'une certaine façon pionnière en la matière, en faisant la promotion justement de l'application de ce droit de propriété des organisateurs d'événements, application donc à ce secteur des paris sportifs, qui a été consacré ensuite par un arrêt de la Cour d'appel le 14 octobre 2009. Comme la loi nous le demandait, dont nous avons procédé très rapidement, puisque le calendrier a voulu que très peu de temps après la promulgation de la loi, nous avions une rencontre de Coupe Davis disputée sur le territoire national, dont nous étions en situation effectivement de traiter de la commercialisation de ces droits avec les opérateurs agréés. Donc on a effectivement mis une offre sur le marché, de manière non discriminatoire bien sûr, engagé des négociations avec les opérateurs qui étaient intéressés donc par cette rencontre de Coupe Davis. On a appris au fur et à mesure, bien sûr, c'est un secteur qu'on découvrait d'une certaine façon, pour arriver après quelques séances de négociation à un contrat qui nous est apparu assez équilibré, en ce sens que un certain nombre de concessions mutuelles avaient été faites aussi bien par nous que par les opérateurs que nous avions à la table en face de nous. Nous sommes ainsi arrivés à un contrat dont il faut noter qu'il est exactement le même pour tous les opérateurs. On peut s'interroger, mais je pense que c'est une question que se posent sans doute davantage les opérateurs que nous, savoir si c'est une bonne chose que tous les contrats soient absolument uniformes. La question de la redevance, bien sûr, est au centre de beaucoup de préoccupations. C'est à l'évidence un élément important dans l'équilibre de nos conventions qui est justifié en ce sens qu'elle est une contrepartie des droits d'exploitation que nous cédons aux opérateurs de paris qui souhaitent effectivement exploiter nos événements, de la même façon que nous cédons d'autres droits, des droits de télévision, des droits de partenariat. Nous cédons aussi aujourd'hui le droit d'exploiter notre événement aux opérateurs de paris. Ce n'est pas le seul élément qui justifie cette redevance, puisque nous concédons aussi aux opérateurs qui le souhaitent une forme de licence de marque, avec le droit d'utiliser nos marques pour faire la promotion des paris qu'ils organisent. Il faut savoir que c'est une chose que, bien sûr, les organisateurs d'événements font assez régulièrement en concédant des droits, donc des licences de marque à des sociétés qui souhaitent exploiter la marque en question pour développer, par exemple, le commerce de produits dérivés. À titre indicatif, à Roland-Garros, les pourcentages que nous demandons donc dans ces logiques-là vont de 7 ou 8 jusqu'à pratiquement 20%. Donc dans le cadre de cette cession de licence de marque. Le troisième élément essentiel qui justifie cette redevance, c'est bien sûr une forme de contribution qui est demandée aux opérateurs, aux investissements que les détenteurs de droits que nous sommes doivent faire pour essayer de se prémunir de toute forme de fraude ou de corruption. Je dois dire que dans le tennis en particulier, nous sommes extrêmement sensibles à ce risque de corruption. Nous sommes un sport individuel. Le président de l'Argel rappelait tout à l'heure que le tennis est un support de pari extrêmement attirant, manifestement, pour ceux qui souhaitent jouer. Le tennis est très exposé, donc nous développons des dispositifs importants et coûteux. Pour vous donner une idée, cette année, la Fédération française de tennis va dépenser plus de 100 000 euros, à la fois à travers donc des dispositifs qu'elle met en place sur les tournois qu'elle organise, mais aussi en contribuant à un dispositif qui s'est mis en place il y a 2 ans déjà au plan international, qui s'appelle la Tennis Integrity Unit, donc où toutes les parties prenantes du tennis professionnel contribuent à la mise en place donc de cet organe qui vise à la fois faire de la prévention, de la formation, mais aussi de la surveillance et du monitoring donc de ce qui peut se passer en matière de paris sportifs. On sait dire qu'aujourd'hui, s'il devait y avoir un déséquilibre, il est sans doute en notre défaveur. Pour donner un ordre d'idée, nous avons Fédération française de tennis sur 2 rencontres de Coupe Davis, quart de finale au mois de juillet, demi-finale au mois de septembre. Nous avons encaissé 3 000 euros dans le cadre de cette redevance.
En conclusion, je voudrais simplement dire aujourd'hui que la relation avec les opérateurs est bonne. Nous avons à l'évidence des intérêts communs. L'ennemi sont les sites illégaux et c'est bien sûr, en ce qui nous concerne, tout particulièrement les risques de fraude. C'est là qu'il y a un vrai danger pour le sport. Et nous, bien sûr, détenteurs de droits, sommes extrêmement attachés à ce que tout soit mis en œuvre pour éviter toute dérive qui nuirait à l'essence même du sport. Je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole à Antonio Constanzo. Je vais également indiquer qu'une fois que les participants à la table ronde seront intervenus, naturellement, nous pouvons donner la parole à des personnes qui le souhaitent dans la salle pour des interventions évidemment ciblées sur les points qui auront été évoqués ou les questions que j'ai évoquées. Monsieur Constanzo. Et je vais vous demander à chaque fois de présenter évidemment les organisations pour lesquelles vous intervenez. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Antonio Costanzo. Je suis responsable des affaires publiques de bwin, qui est un des opérateurs internationaux plus importants pour les marchés régulés, en Europe principalement. Merci beaucoup de nous avoir invités à parler, à nous exprimer aujourd'hui. Je souhaite tout de suite animer peut-être un peu le débat, parce que je souhaite revenir sur le principe même de ce droit qui nous semble à la fois injustifié et préjudiciable pour le monde du sport. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je tiens à souligner tout d'abord que nous ne mettons pas en cause le financement du sport et le soutien du monde du sport. Au contraire, nous avons toujours été pour et nous avons toujours investi beaucoup d'argent dans le financement du sport, que ce soit de façon directe à travers des mécanismes de sponsoring ou de façon indirecte à travers des mécanismes de communication et de marketing. Nous soutenons le sport principalement de très haut niveau, le sport professionnel, mais à travers le sport professionnel aussi, le sport de base. Donc on ne conteste pas le principe d'un retour financier équitable au sport dans le contexte d'ouverture du marché des jeux en ligne, mais on continue de penser que, premièrement, le droit est infondé sur le plan juridique, mais aussi qu'il ne permet pas de garantir un tel retour à la filière du sport français. Sur le plan juridique d'abord, il y a des raisons de penser que la citation du nom d'un événement sportif support d'un pari est une indication nécessaire pour l'activité qu'on fait, pour l'activité de pari sportif, et donc elle est parfaitement mise dans le sens qu'elle donne lieu sans qu'elle donne lieu à la reconnaissance de quelconque droit. J'ajouterai aussi qu'il n'y a pas de base, de socle juridique au niveau européen pour ce droit, qui est un droit aujourd'hui que français. Mais l'essentiel de mon propos est du côté économique. Le principal problème de notre point de vue réside dans la construction du droit et les conséquences économiques pour le monde du sport. S'agissant de l'institution du droit au pari, l'argument selon lequel il permettrait de lutter contre la fraude est difficilement recevable. Pourquoi ? Parce que la lutte contre la fraude dans le domaine sportif est un élément très important, il est vrai. C'est un élément sur lequel on s'est penché, nous, les opérateurs internationaux privés, depuis longtemps, depuis 2005, quand on a fondé la ESA. La ESA, c'est la European Sport Security Association, qui est une association qui regroupe les principaux opérateurs internationaux et qui permet, avec un système technique qui est mis en place, de lutter contre les cas de fraude, d'anticiper et de prévenir les cas de fraude. Et c'est une association, et donc les opérateurs eux-mêmes, qui travaillent déjà avec toutes les institutions plus importantes du sport mondial, que ce soit la UEFA, la FIFA, l'ATP, la WTA, l'ITF pour le tennis, tous les grands sports, le CIO pour les sports olympiques, on travaille déjà avec eux. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que avec l'institution du droit français, ce qui se passe, c'est que c'est les fédérations et les organisateurs locaux, donc français, qui doivent, en quelque sorte, essayer de mettre en place un système pour essayer de lutter contre la fraude. Rappelons aussi que la question de la fraude dans le sport n'est pas simplement liée à la possibilité de truquer un événement pour parier dessus. C'est une question beaucoup plus large. La question de la fraude est une question qui a beaucoup de volets. On peut essayer de truquer un événement, non simplement pour parier dessus, mais parce qu'on veut gagner, parce qu'on ne veut pas perdre, parce qu'on ne veut pas être relégué, pour plusieurs raisons. Et on a plein d'exemples. Je citerai simplement, par exemple, la question Renault et mon concitoyen italien, monsieur Flavio Briatore, est-ce que vous vous souvenez peut-être ce qu'il avait fait il y a un an, je crois, de ça. S'agissant du montant de la redevance, le chiffre de 1% a visiblement fait l'objet d'une large adhésion des fédérations à ce jour.
on se demande pourquoi 1% sur les mises. D'abord, pour nous, les mises, vous le savez, ce n'est pas notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le produit brut de jeu, donc la différence entre les mises et les gains qui sont rendus aux joueurs. Sur les mises, ça veut dire que des fois, nous, on perd de l'argent, parce qu'on ne gagne pas toujours de l'argent. Il nous arrive de perdre de l'argent sur certains paris. Donc, on perd de l'argent, on paye des impôts sur de l'argent qu'on a perdu, et on paye une redevance sur de l'argent qu'on a perdu. Et comment justifier que la lutte contre la fraude nécessite de montants différents d'une fédération à une autre? Parce que 1% pour la Ligue de football ou pour le tennis, pour la Fédération française de tennis, représente plus d'argent que 1% pour la fédération de handball ou d'escrime. Beaucoup plus. Donc, puisqu'il s'agit de notre point de vue d'un retour financier, le droit au pari est de notre point de vue un mauvais service rendu au monde du sport français. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est les fédérations les plus importantes qui ont déjà des accords commerciaux avec les opérateurs, notamment de paris sportifs en ligne. Je pense à la fédération de football, la ligue de football, je pense au tennis, au basket, au volley. C'est ces fédérations et ces ligues qui toucheront encore plus d'argent et pas la base du sport, pas les autres sports, les fédérations qui ont moins de moyens. On préférait avoir un système comme celui italien qui est basé sur la taxation, c'est-à-dire une partie des taxes qui sont récoltées du monde des jeux, pas simplement en ligne mais en dur aussi, et redistribuée au Comité olympique national italien qui distribue après aux fédérations. Comme ça, on est sûr d'avoir une distribution plus équitable des ressources vers le monde du sport. Dernière considération, il y a aussi peut-être un élément de distorsion potentielle de concurrence à travers par la rémunération du droit au pari. Pourquoi ? Parce que pour les opérateurs des jeux en ligne qui ne font que de l'activité en ligne, des fois, il va falloir peut-être faire des choix et ne pas prendre d'accord avec certaines fédérations parce qu'on ne peut pas soutenir le poids de la taxation, le poids aussi de cette redevance pour tout le monde, avec toutes les fédérations. Pour les opérateurs historiques qui ont aussi une activité en dur, c'est beaucoup plus simple d'absorber ce prélèvement, ce 1% en plus. Donc nous, on est confrontés à un dilemme. Soit on choisit de ne pas prendre d'accord avec tout le monde pour essayer d'avoir des comptes plus équilibrés, soit on prend des accords avec tout le monde pour avoir une offre qui est la même que celle des opérateurs historiques qui vraisemblablement ont les moyens de faire des accords avec tout le monde, mais avec un impact sur nos moyens économiques et sur notre chiffre d'affaires. Merci pour le moment. Merci, monsieur. Je vais passer la parole à Pierre Pagès du PMU. Bonjour à toutes et à tous. J'interviens donc au nom du PMU et j'interviens là non pas en qualité de représentant d'un opérateur historique, mais en qualité de représentant d'un nouvel entrant sur le marché des paris sportifs. Sur le plan, je reviendrai un petit peu sur le plan des principes, sur le plan du droit au pari lui-même. Vu du PMU, ce droit au pari nous semble tout à fait légitime. Il nous semble tout à fait légitime que l'organisateur d'événements sportifs sur lequel se greffe une activité de pari puisse effectivement percevoir un droit, une redevance sur la compétition dont il est propriétaire. Madame, on l'a rappelé, je crois que ce droit au pari était avant tout une construction prétorienne. M. Irzan l'a rappelé. La loi de 2010 l'a consacré. Et je souhaiterais, à cette occasion, peut-être faire un petit détour par la filière hippique. Parce que, en tant qu'opérateur de paris hippique, le droit au pari évoque beaucoup de choses pour nous, puisque, quelque part, toute proportion gardée, les sociétés mères des courses qui organisent les courses ont très tôt compris l'importance d'avoir des courses qui soient exemptes de toute suspicion et ont développé depuis très longtemps des systèmes de lutte contre la fraude, des systèmes antidopage dont on peut dire qu'ils sont précurseurs en la matière. Et donc le lien entre l'organisation de la course et, je dirais, la prise de pari sur la course hippique me semble être une chose extrêmement importante parce que on a compris très tôt que quand le parieur parie sur un événement, il souhaite deux choses. D'une part, avoir confiance dans le support du pari et avoir confiance dans son opérateur.
Donc ce sont deux choses qui me semblent extrêmement importantes à noter, à bien conserver en tête. Et en l'espèce, je dirais que les fédérations et les organisateurs peuvent s'inspirer de ce qui a été développé au niveau des courses hippiques. Alors, concernant la question de l'équilibre des conventions, dans les conventions, ce que l'on peut dire avec quelques mois de recul, c'est que je pense que la loi de 2010 a mis en place un système qui veille à ce que les conventions conclues, effectivement, soient exemptes de toute, soient conclues dans un bon équilibre. Le fait que ces conventions soient soumises à l'avis de l'Argel et soient soumises à l'avis de l'autorité de la concurrence et ne puissent pas contenir des éléments d'exclusivité ou de discrimination nous semble une excellente chose. Donc c'est une garantie d'équilibre et je dirais que l'Argel a fait un travail, intéressant en publiant ses avis qui sont extrêmement intéressants sur le plan effectivement de l'approche que l'on peut avoir autour de ces conventions, autour du droit au pari. Sur le droit, sur la redevance de 1%. Aujourd'hui, le marché, effectivement, s'est fait autour d'une redevance de 1%. Alors certes, c'est une redevance qui pèse sur le produit des paris, mais elle nous semble raisonnable par rapport aux objectifs, effectivement, que cette redevance doit couvrir. Sur le plan, je dirais, plus pratique, puisque je suis aussi un praticien de ces conventions de droit au pari. Sur le plan pratique, qu'est-ce que l'on peut dire avec quelques mois de recul ? C'est que globalement, on a une grande diversité de conventions à gérer. Il y a énormément de disparités entre toutes ces conventions conclues avec les organisateurs d'événements sportifs. Vous avez des conventions qui sont conclues pour des durées extrêmement différentes, soit pour un événement, soit pour une saison, plusieurs saisons. Vous avez des droits accordés qui ne sont pas forcément les mêmes au niveau des logos, au niveau des images. Je dirais aussi que quelquefois on a l'impression que les organisateurs d'événements sportifs ne prennent pas suffisamment en compte les exigences business des opérateurs, notamment sur le plan de la promotion. Donc on a effectivement des limites quelquefois en termes de promotion, qui rendent peut-être difficile un petit peu la mise en avant de tel ou tel événement sportif sur lequel nous sommes amenés à prendre des paris. Au niveau de ce qui est de la lutte contre la fraude, on ne voit pas encore très bien les éléments qui sont mis en place par les fédérations concernant la lutte contre la fraude, même si on sait qu'effectivement des fédérations ont mis en place des moyens considérables concernant la lutte contre la fraude. Je dirais qu'aujourd'hui, tout cela manque un petit peu encore de pragmatisme, mais il y a une chose sur laquelle je voudrais insister qui me semble très importante, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne répartition des compétences aux organisateurs d'événements sportifs de régler les problématiques de lutte contre la fraude au niveau de l'organisation de leur événement, aux opérateurs de savoir communiquer aux organisateurs d'événements sportifs les éléments qui peuvent faire penser qu'effectivement il peut y avoir une suspicion de fraude en provenance des paris. Je crois que mais aujourd'hui, je le dis encore, on manque un petit peu de recul. Je pense que les mois à venir nous permettront d'y voir plus clair sur ce sujet. Merci. Merci. Je vais passer la parole au deuxième nouvel entrant, au fond, puisque on a un nouvel entrant qui vient de parler. Emmanuel Doran-Chabot, donc The Turf. Alors, sur le droit au pari, j'ai une vision un peu décalée sûrement, parce que c'est un sujet qui ne s'applique pas à The Turf pour l'instant, qui prend uniquement du pari hippique. Mais c'est quand même une réflexion qu'on a pu mener un tout petit peu, parce qu'on se pose des questions sur le pari sportif. Oui, il me paraît normal qu'il y ait un droit au pari. Peut-être pour la même culture hippique d'ailleurs que l'orateur précédent, où on sait que l'organisateur d'un événement, à un moment donné, doit bénéficier de l'ensemble des retombées économiques de l'événement qu'il organise. Ça me paraît être une logique économique
assez basique au fond. Il me paraît de la même manière parfaitement logique que ce droit au pari soit assis sur une assiette indépendante du résultat du pari. Alors il se trouve là que ce sont les mises, contrairement à la taxe qui, à mon avis, est mal placée quand elle est sur les mises. La notion de droit au pari doit être indépendante du résultat de l'événement parce que sans ça, on établit une connivence, à mon avis, déplorable entre l'organisateur de pari et l'organisateur de l'événement, alors qu'il faut les distinguer de manière très claire. La seule chose, c'est que si ce droit au pari reste une spécificité française, c'est difficile pour la France. La France a toujours raison contre tout le monde, comme vous le savez, mais c'est quelquefois difficile d'être le seul à avoir raison. Parce que quand il y a un droit au pari en France et qu'il n'y a pas de droit au pari à l'international, est-ce que ce n'est pas une tentation lourde pour des opérateurs de sous-représenter le sport français dans leur offre par rapport à un sport international qui leur impose, à des épreuves internationales en tout cas, qui leur imposerait moins de taxation. Donc je pense que là, il y a le risque d'un effet contre-productif dangereux. Sur la structuration légale de ce droit au pari, je crois que c'est la bonne, puisque on avait les uns et les autres pu penser que, en tout cas moi je l'avais pensé, qu'il y avait une étrangeté où d'un seul coup on avait simplement un droit au pari pour les organisateurs de compétitions sportives, alors qu'on avait une notion quasiment de redevance de service public pour des courses. Donc les chevaux sont un service public, en revanche le sport et l'éducation sportive n'en sont pas un. Il y avait une petite conception un peu étrange sur ce sujet. Mais il semblerait que la notion juridique de droit au pari aujourd'hui tienne mieux et soit plus solide, que cette notion de redevance et taxe affectée, puisqu'elle a été remise en question, en tout cas temporairement par Bruxelles, la taxe affectée pour les courses hippiques, et qu'elle conduit aujourd'hui à quelque chose qu'on évoquera peut-être un tout petit peu après, parce que moi en tout cas ça me tient à cœur, qui est de dire que pour les courses hippiques, la redevance ou son équivalent n'est plus payé que par les opérateurs sur Internet, puisque pour des raisons de cuisine fiscale, on va dire, elle n'est plus payée par l'opérateur historique sur son activité en dur. Donc oui au droit au pari et oui à sa structuration juridique, parce que ça évite les aberrations qu'on peut rencontrer dans d'autres structurations juridiques. Voilà. Bien, merci Monsieur Lantieri pour la Française des Jeux, le deuxième opérateur antérieur à 2010. Tout à fait. Bonjour, Charles Lantieri, donc représentant la Française des Jeux. Alors, le principe du droit au pari pour la Française des Jeux a toujours semblé légitime. Il a toujours été approuvé par l'entreprise. Parce que, pour nous, ce droit au pari devait constituer une manière de construire une forme de partenariat, en tout cas de structurer le dialogue entre, d'un côté, les organisateurs d'événements sportifs et, de l'autre côté, les opérateurs de paris sportifs. Pour prendre en considération l'ensemble des impacts, et ils sont forcément significatifs, que le pari sportif, l'activité de pari sportif peut avoir sur l'activité d'organisation des événements sportifs et la gestion de ces événements sportifs. D'une part, effectivement, on l'a dit, s'agissant de la lutte et de la prévention contre la fraude, la triche et la possibilité de manipulation, ça a été évoqué abondamment. Et puis d'autre part aussi, parce que à partir du moment où cette activité économique s'exerce sur un support qui sont les événements sportifs, il n'était pas aberrant que ceci soit aussi générateur de revenus pour le sport. Il y avait cependant un risque dans la façon dont la loi a été rédigée, c'est que finalement la loi a très peu encadré la manière dont les choses devaient se dérouler. Et donc, on a mis face à face des opérateurs de paris, des organisateurs d'événements qui eux-mêmes n'étaient pas très au fait, vraisemblablement, de l'économie du pari sportif. Et donc, ensuite, c'est le learning by doing, si j'ose dire, en la matière. Et de fait, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, de notre point de vue, le droit au pari est trop élevé dans son montant, en tout cas par rapport aux revenus que génère le pari pour les opérateurs de paris. On a un droit au pari qui, effectivement, ça a été rappelé, est de l'ordre de 1%. Enfin, d'ailleurs, 1%, c'est pas vraiment une moyenne, c'est plutôt un minimum. On est plutôt, en général, entre 1% et 1,3, voire 1,8 dans un cas particulier. C'est à comparer au montant du produit brut des jeux qui est généré par l'activité de paris sportif qui, quand on fait un petit calcul de coin de table et qu'on regarde
un opérateur de paris qui serait calé au TRJ de 85%, et compte tenu des taxes appliquées en amont, eh bien ce PBJ serait de l'ordre de moins de 5% des mises, et donc vous avez un droit au pari qui vient s'imputer directement à hauteur de 20%, voire 25% sur le produit brut des jeux, ce qui paraît considérable pour l'économie du secteur. D'autant plus considérable pour la Française des Jeux, et je tiens à le préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus, c'est que la Française des Jeux paye ce droit au pari sur son activité en dur. Donc on applique les mêmes taux de ce point de vue. Alors enfin, il y a le problème des contreparties, ça a été évoqué. Le problème des contreparties, aujourd'hui effectivement, on a peu de visibilité, l'activité débute sur les dispositifs que les fédérations et les organisateurs d'événements sportifs mettent en place pour la lutte contre la fraude. C'est certainement un point qu'il faudrait pouvoir approfondir. Je tiens à préciser d'ailleurs de ce point de vue que même si les fédérations souhaitaient nouer le dialogue, c'est bien normal avec les opérateurs et réciproquement, le délai pour ce faire a été extrêmement bref, puisque les premières compétitions, M. Isern l'a rappelé, ont commencé pour le tennis en Coupe Davis dès le début de l'été, donc dès à peine l'ouverture effectuée, et donc finalement un dialogue qui a été assez peu structuré de ce point de vue. Il me semble que cette première salve d'intervention fait bien apparaître toutes les questions qu'on peut se poser quand on s'intéresse à cette question du droit au pari. Pour les uns, l'octroi d'un droit au pari est parfaitement justifié, notamment par la lutte contre la fraude. On a entendu aussi d'autres points de vue, des points de vue un peu discordants, disant, moi je vois pas pourquoi ce droit au pari existe. Deuxième question, ce prix qui semble être un espèce de prix focal autour duquel ont convergé finalement tous les niveaux de tarification entre les différentes compétitions sportives de 1% semble raisonnable aux uns et pas trop élevé pour d'autres. Alors peut-être on va revenir sur cette question parce que une des grandes questions qu'on peut se poser en tant qu'autorité de concurrence, c'est qu'est-ce que c'est qu'un prix raisonnable quand il n'y a pas du tout de mise en concurrence pour l'octroi d'un certain bien. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que 1% c'est raisonnable ou trop élevé ou pas assez élevé? Ça c'est vraiment une question à laquelle personnellement je ne saurais pas répondre. Alors peut-être le seul élément de concurrence, et j'aimerais bien peut-être avoir vos avis là-dessus, c'est au fond on voit bien. Alors d'abord, il semblerait que les paris hippiques jouent un rôle un peu à part, et que donc une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que oui ou non les paris hippiques formeraient aux yeux des parieurs un marché un peu ou un segment de marché un peu séparé des autres formes de paris sportifs. Et puis plus généralement, est-ce que pour les parieurs, alors pour les spectateurs évidemment certainement pas, mais pour les parieurs, est-ce que les différentes compétitions sportives peuvent être des substituts? Après tout, si j'ai envie de parier, je peux peut-être choisir de parier sur le volley-ball ou sur le tennis. En tant que parieur, je n'ai pas nécessairement des préférences aussi marquées qu'en tant que spectateur. Donc du coup, si on remonte d'un cran, on voit bien que pour des organisateurs de compétitions sportives, pour des purs organisateurs, on peut très bien mettre plusieurs types de compétitions sportives en concurrence. Et dans ce cas-là, on a un petit espoir de voir se former des prix dans l'accès aux paris qui résultent effectivement d'un jeu concurrentiel. Alors, est-ce que c'est une question pertinente? Est-ce que certains d'entre vous ont des éléments de réponse sur cette question? Est-ce que, par ailleurs, pour commencer cette discussion, est-ce que certains d'entre vous voudraient réagir aux propos qui ont été tenus par d'autres? Ça concerne la salle également. Bien sûr. Moi, je voudrais juste revenir sur un point soulevé par mon voisin de droite. Je veux bien qu'on tienne tous les propos les plus improbables, mais il y a une chose quand même que je ne peux pas laisser dire, parce que là, on est dans le domaine de la contre-vérité, c'est parler de contrat d'adhésion, ou alors il faut que je licencie sur l'heure notre directrice juridique qui prétend avoir passé des heures et des heures de négociations. Et je pense qu'il suffit de comparer la première version qu'on avait proposée aux opérateurs fraîchement agréés à la version finale des contrats qui ont été signés pour voir le nombre de concessions qui ont été faites et l'évolution entre ces deux versions. Non, je pense qu'il faut quand même rester dans le domaine du raisonnable. Sur la question des paris hippiques, puisque vous évoquez cette question, madame, il y a une première chose que je souhaiterais dire, c'est que le sport hippique ne ressortit pas aux dispositions de la loi sur le sport. Bon, donc ça c'est une première chose.
qui est clair, qui est légal. Ensuite, vous évoquez des questions de marché qui sont complètement différentes. Est-ce qu'il y a substituabilité des produits entre eux ou pas? Moi, je dirais que c'est une des grandes questions qui se pose à l'autorité de la concurrence, pas immédiatement dans le cadre de cet avis, parce que c'est un sujet extrêmement compliqué, qu'on ne peut pas préempter. Et ce que je crois, c'est qu'il faut garder beaucoup de recul par rapport à ça, éviter de préempter le sujet, mais bon, ce que l'on sait, c'est que les joueurs sont des joueurs de jeux d'argent. Ils aiment jouer à différents jeux, différents paris, que ce soit sur le hippique, sur le sportif. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui a fondé la diversification du PMU, opérateur historique pari hippique, dans d'autres secteurs que sont le poker et le pari sportif. Donc pour moi, c'est un sujet effectivement qui est un sujet de fond et qu'il ne faut surtout pas préempter. Puis-je répondre à M. Izerd? Je n'ai pas le souvenir exact des négociations avec la Fédération de tennis. Quand j'ai parlé avant, je parlais de façon générale. Je peux vous assurer qu'il y a certaines fédérations qui nous ont répondu par écrit qu'il n'était pas possible on avait demandé une baisse notamment du prix, de 1% qui était en question. La réponse a été du fait que nous avons déjà signé avec 2 autres opérateurs, nous ne pouvons plus discuter avec vous du prix. Donc merci, c'est soit vous signez pas. C'est juste ça. Pour les opérateurs, moi j'ai une question. Des sports comme le football et le tennis, on peut considérer que ce sont des sports qui sont particulièrement essentiels. Je mets de côté pour l'instant les paris hippiques. Comment est-ce que vous abordez cette question? Allez-y. Oui. Excusez-moi, j'ai pas. Est-ce qu'on doit différencier selon les sports? Et en particulier, est-ce qu'on doit différencier par rapport à l'importance du football et du tennis pour les opérateurs de paris? En termes de prix, par exemple? En termes de marché, en tout cas. En termes de marché. Mais effectivement, il y a des sports qui ont plus d'importance. On l'a vu, M. Villotte nous l'a bien expliqué, il nous a donné les chiffres. On a vu qu'il y a des sports qui représentent beaucoup plus que d'autres. Il est vrai que le marché des paris sportifs et de notre activité bouge selon l'importance des événements qui sont proposés. Donc, plus un événement est important, plus on a de chances d'intéresser les parieurs. Il y a un socle de parieurs qui parient, je dirais, un peu sur ce qui est proposé parce qu'ils ont envie de parier, mais la majorité des parieurs sont des personnes qui préfèrent parier selon le type d'événement qui est proposé. Donc, notamment, ils parient plus sur la Ligue 1 ou sur la Coupe des Champions ou sur Roland-Garros, sur Bercy, que sur des petits événements qui ont moins de visibilité, qui ont moins de couverture aussi médiatique. Donc oui, il y a des différences appréciables d'un sport à un autre. Mais alors, permettez-moi d'intervenir sur ce que vous venez de dire. Comment est-ce que vous expliquez que cette différence d'attractivité de différentes manifestations ne se reflète pas dans des différences de prix, finalement, dans l'accès au droit au pari? Parce que quand on a affaire à un marché, en tant qu'organisateur d'événements, si vous savez que vous allez avoir beaucoup de parieurs sur un certain type d'événement et moins sur un autre, vous ne devriez pas être prêt à payer la même chose pour pouvoir organiser des paris sur ces 2 types d'événements. Donc, comment est-ce que vous expliquez que malgré tout, pour le moment, le prix soit indifférencié? C'est tout à fait extravagant. De notre point de vue, tout à fait, on n'est pas prêt à payer la même somme pour tout type d'événement. Il faudrait peut-être poser la question aux organisateurs. Ils ont pris une approche, non, parce que l'approche qui a été prise, je crois, c'est du fait aussi de l'ouverture qui s'est faite dans les temps assez serrés, le fait qu'il n'y avait pas d'expérience. J'ai bien expliqué avant que c'est la première fois qu'il y a un tel droit au niveau européen. Il y avait juste un exemple en Australie, mais c'est la première fois que ça arrive en Europe. Et donc, il n'y avait pas d'expérience. Et ce qui a été fait, c'est simplement de dire, ben voilà, on a ces événements-là, et pour les événements qui sont organisés par cette fédération ou par cet organisateur, c'est 1%, c'est 1,2%, c'est 1,3%, point. Il n'y a pas eu vraiment de négociation sur les différents événements, ou même de vraies négociations, je dirais, du point de vue du prix.
Peut-être, Monsieur Isern, vous pourriez nous éclairer sur cette question. Si vous vous apercevez que Roland-Garros attire beaucoup de parieurs, vous aurez peut-être envie d'élever votre prix au-dessus de ce 1% et laisser ce 1% à la fédération de handball ou de volleyball qui attire moins les foules. Et ça peut nous donner des idées, en effet, mais non, je crois que... Encore une fois, Monsieur Costanzo, c'est un point sur lequel je suis d'accord avec vous. On sait très bien, M. Lantieri parlait tout à l'heure de learning by doing. On est parti sur une page blanche au lendemain de la promulgation de la loi. On était incapable de décider, personne ne pouvait dire quel était le juste prix. Donc voilà, on est parti, nous, sur une base qui était proche de 2%, qui nous paraissait une approche raisonnable sur la première compétition dont nous parlions. C'est aussi pour ça qu'on a voulu y aller épreuve par épreuve en ce qui nous concerne. Bon, voilà, et c'est à l'issue d'une négociation avec les opérateurs qu'on est revenu à 1% qui, dans leur bouche même, semblait un taux raisonnable. Et c'est comme ça que ce taux a été arrêté. Mais effectivement, on ne peut pas démontrer que c'est le bon. Monsieur Villotte. Oui, je voulais donner trois informations en réaction à ce qui a pu être dit. D'abord, suite à l'intervention de M. Costanzo, je crois qu'il faut qu'on distingue bien ce droit d'exploitation dont on est en train de parler et les contrats de sponsoring ou de partenariat qui peuvent être passés entre les sites et les organisateurs d'événements ou les sociétés sportives. Ce ne sont pas des gestes altruistes de la part des sites de Paris, ce sont des contrats de publicité équilibrés, dont le montant d'ailleurs est beaucoup plus important aujourd'hui que les droits au pari, puisque les contrats de partenariat passés entre les sites et les organisateurs d'événements ou les sociétés sportives, ces contrats représentent aujourd'hui un montant de l'ordre de 25 millions d'euros en France. Et je ne parle que des contrats passés entre des sites de paris sportifs et les organisateurs. Je ne parle pas des contrats passés entre des sites de poker ou des opérateurs de paris hippiques et des organisateurs d'événements sportifs. Donc 25 millions d'euros sont des contrats tout à fait différents de relations équilibrées. Deuxième remarque, vous avez évoqué l'existence de monopsones avec des vendeurs de ces droits qui seraient peu nombreux. En réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que ça n'est pas tout à fait vrai, y compris pour le marché du football. Il y a une diversité de propriétaires de droits. Et s'agissant de la Ligue de football, par exemple, qui agit par délégation de la Fédération française, les montants de paris qui sont enregistrés sur les championnats organisés par la Ligue de football, au sein même des paris sur le foot, ne représentent qu'environ 1/5 des mises. Et donc, dit autrement, 4/5 des mises sont le fait d'organisateurs autres que la Ligue de football. Donc c'est un point qui me paraît important à rappeler. Enfin, s'agissant de la faible élasticité des prix à la notoriété des événements, je crois qu'il y a un point à prendre en considération, c'est l'assiette. Le montant des mises est directement proportionné à la notoriété de l'événement. Et donc le produit de cession du droit pour un événement à forte notoriété est naturellement très différent en fonction de l'assiette. Y a-t-il des interventions de la salle, des questions? Oui. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de vous présenter avant de... Merci beaucoup. Bonjour, Nicolas Contis, avocat. C'est deux questions qui sont un peu liées, qui s'adressent en particulier à M. Spilert. Plus fort. Donc c'est deux questions qui sont liées, qui s'adressent en particulier à M. Spilart. La première question, c'est quels sont les axes de réflexion de l'autorité de la concurrence pour permettre une libre fixation du prix de la redevance du droit au pari, alors que l'exclusivité dont bénéficie un organisateur de jeu lui donne un avantage concurrentiel évident. Donc c'est lié, Mme Perrault, à une question que vous aviez posée tout au début de votre allocution. Et la deuxième question, c'est quelle est la réaction de l'autorité de la concurrence sur une possible pratique d'entente sur les prix, puisqu'aujourd'hui on parle du 1% qui semble émerger comme une pratique de marché.
et qui laissent à penser que les organisateurs d'événements sportifs se sont potentiellement entendus pour fixer un montant. Alors, intentionnellement ou non, mais en tout cas, c'est une pratique de marché, et aujourd'hui qui semble être revendiquée sans sourciller par les organisateurs en cause. Alors, je vais répondre très, très rapidement sur les axes de réflexion de l'autorité de la concurrence. Je crois que, maître, il faut à la fois lire notre autosaisine et les différentes questions que soit Anne Perrault, soit moi-même avons soulevées dans le cadre de ce débat. Donc, effectivement, il faut être attentif. Nous sommes dans un processus de réflexion non abouti. On a clairement évoqué les sujets sur lesquels on se pose des questions. Donc, on n'en a pas encore la réponse. Mais en tout cas, ça, c'est la première réponse. Deuxième question. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre consultatif. On n'est pas du tout dans un cadre, j'allais dire, contentieux. Sinon, d'ailleurs, les personnes qui sont ici ne seraient pas associées à cet exercice. Donc, dans ce cadre, nous n'avons pas pour l'instant à répondre à ce genre de sujet. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais, ce sont des réflexions de marché par rapport justement à nos axes de réflexion, si l'un ou l'autre entend, je veux dire, contribuer à la réflexion de l'autorité. Pour nous, c'est également intéressant de savoir si ce que nous proposons aujourd'hui, c'est-à-dire une réflexion publique et ouverte, peut nous apporter des informations complémentaires par rapport à celles que nous pouvons récolter à l'occasion de l'instruction des services de l'autorité ou que nous pouvons récolter dans le cadre d'auditions qui sont menées à titre de huis clos. Bruno Lasserre. Non, moi je voulais simplement prolonger la réponse de Patrick Spillert sur le deuxième point. Parce que la question que vous avez posée, elle nous est très fréquemment posée. Ah, mais si les prix d'un produit sur le marché est le même, c'est que les opérateurs, les auteurs en quelque sorte de ces prix se sont entendus. Et vous avez même dit intentionnellement ou pas intentionnellement. Et je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses fondamentales en droit de la concurrence. Le parallélisme des prix n'est pas interdit en soi. Sur des marchés transparents, comme celui justement de ces conventions relatives au droit au pari, où les conventions sont rendues publiques. Et donc tout le monde peut appréhender publiquement ces prix, puisqu'ils sont disponibles, ils sont rendus disponibles par l'autorité de régulation elle-même, qui rend public ses avis, et ces conventions sont publiques. Rien n'interdit à un opérateur d'appréhender de manière intelligente les données de prix disponibles sur le marché, et par un cheminement individuel, autonome, de se caler sur ce qui lui paraît être, en quelque sorte, des conditions de marché convenables pour lui. Ce qui est interdit, c'est l'accord de volonté anticoncurrentiel, c'est-à-dire la rencontre des volontés pour fixer les prix d'un commun accord. Mais cela, ça ne se démontre pas par le seul parallélisme des prix. Ça suppose d'avoir des preuves documentaires, un faisceau d'indices, qui montrent qu'en réalité, les opérateurs se sont rencontrés, ont échangé pour mettre en place une stratégie anticoncurrentielle de prix communs. Mais ça ne se démontre pas par la simple constatation que les prix sont le même sur un marché. Et je prends un exemple très clair, la presse par exemple. Il suffit d'aller au kiosque pour voir que tous les journaux sont à peu près autour d'1,20 € ou d'1,10 € ou d'1,30 €. Mais je dirais, sur un marché transparent, ce n'est pas tellement étonnant. Vous ne pouvez pas vous mettre à 1,40 € sous peine d'être exclu. Par conséquent, vous allez, par une appréhension individuelle, vous mettre à ce qui vous semble être un bon positionnement tarifaire. Ce n'est pas pour cela que les quotidiens français sont en situation d'entente, et je ne crois pas que ce soit la situation. Donc je voulais simplement rappeler cela, parce qu'il y a souvent, encore une fois, une confusion dans les esprits entre parallélisme des prix et entente prohibée. Oui, une question là-bas. Oui, Frédéric Manin, avocat. J'ai juste une question pour la Française des Jeux, parce que vous avez dit, Monsieur Lantieri, que la Française des Jeux s'acquittait également du droit au pari pour les paris sportifs en dur, sur le réseau. Et j'ai un problème de compréhension, parce que lorsque je vois la loi et le décret ne concerne que les paris en ligne et les opérateurs agréés. Donc ma question, c'est est-ce que c'est sur une base volontaire que la Française des Jeux s'acquitte de ce droit supplémentaire, ce qui est très généreux de sa part. Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut reconnaître un peu plus les modalités, les conditions, notamment financières? Alors,
Selon notre analyse, le droit au pari est reconnu par la loi aussi bien sur le online que sur le dur. Même si la loi est une loi qui porte pour titre régulation des jeux, enfin ouverture de la concurrence des jeux en ligne, elle comporte un certain nombre de dispositions qui concernent également les jeux d'argent qui sont organisés sous le régime des droits exclusifs et le droit au pari qu'elle a reconnu. Alors moi, j'ai pas les dispositions précises de la loi, mais ça, il est facile de les vérifier. Le droit au pari, qui renvoie d'ailleurs au Code du sport, rend la Française des Jeux redevable du droit au pari sur les paris dans le dur, si j'ose dire. Alors maintenant, s'agissant des tarifs, vous posez une vraie question, c'est-à-dire que la loi, j'ai dit dans mon propos que la loi encadrait finalement de manière assez légère les conditions de discussion avec les fédérations, enfin les organisateurs de paris sur le online, et elle l'organise encore moins sur la partie physique. Donc à ce jour, les droits que nous payons aux organisateurs d'événements sportifs sur le dur sont identiques à ceux que nous payons online. D'autres interventions? Oui. Merci beaucoup. Jean Catan, allocataire de recherche. J'ai peur de ne pas avoir très bien compris les revenus engendrés par ce droit au pari. S'agit-il bien, pour monsieur de la Fédération française de tennis, de 3 000 €? Est-ce que nous discutons en ce moment 3 000 € en fait ou... Enfin, effectivement, de manière très factuelle, effectivement, c'est ce qu'ont rapporté à la Fédération française de tennis ces 2 rencontres de Coupe Davis, donc pour laquelle il y avait 3 opérateurs qui ont proposé des paris sur la première rencontre et 9 sur la deuxième. Est-ce que c'est à peu près représentatif des autres événements? Est-ce qu'on peut avoir un petit chiffre comme ça? Parce que 3 000 €. Non, je pense qu'on évalue à peu près à 300 000 € aujourd'hui en cumul, et c'est ça, non? Je crois. C'est monsieur Villotte qui parlait tout à l'heure de 330 000 €, je crois, en cumul, c'est ça? Oui, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, le montant cumulé des droits au pari sur les événements organisés en France ayant fait l'objet d'une contractualisation avec des opérateurs agréés en France, ce montant, c'est 330 000 €. Je livre à la réflexion des juristes, un sujet qui ne concerne pas l'autorité de régulation des jeux en ligne. Je livre à cette réflexion la question de l'assiette. La loi consacre, plus qu'elle ne crée, consacre un droit de propriété sui generis au bénéfice des organisateurs d'événements sportifs. Et donc, si l'on veut proposer des paris sur un événement organisé en France, et c'est la question de la territorialité de la loi, il faut préalablement y avoir été autorisé par l'organisateur et avoir acquis ce droit. La loi est muette sur cette assiette. Est-ce qu'il s'agit des mises enregistrées en France? Est-ce qu'il s'agit des mises tout court enregistrées sur l'événement? La loi, sur ce point, est muette. Et quand on analyse d'ailleurs l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui a d'ailleurs tranché la question des informations supposées dans le domaine public, dans un considérant assez clair, en disant que s'il s'agissait de parier sur un événement dont on connaît déjà le résultat, ça présenterait probablement assez peu d'intérêt. Et donc c'est une information à venir, d'où ce droit d'exploitation. La Cour d'appel de Paris ne tranche pas cette question dans les modalités de calcul des dommages et intérêts auxquels un opérateur a été condamné. Y a-t-il une dernière peut-être intervention? Oui. Oui, merci. Jérôme Perlemuter de la Ligue de football professionnel. On a beaucoup parlé de football, je me devais de vous gratifier simplement d'une petite intervention pour avoir des éléments de comparaison. On parle beaucoup de droit au pari, on s'aperçoit finalement que d'un point de vue financier, ça ne représente pas des sommes considérables. L'économie du football professionnel aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard. Donc finalement, ce que va représenter en une saison le droit au pari sera très faible.
Pour ce qui concerne la fixation du prix, qui est un des éléments que contestent les organisateurs, c'est vrai que c'est très compliqué. À la Ligue de football, on a une expérience des enchères, on a une expérience des formations de prix pour ce qui concerne les droits audiovisuels, parce qu'il y a des exclusivités et que donc un mécanisme d'enchère, lorsqu'il y a exclusivité, évidemment permet la formation d'un prix de marché. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on nous impose de vendre de manière non exclusive. Alors comment on fait dans ces cas-là ? Bien, d'abord, on regarde ce qui se passe à l'étranger. Alors il n'y a pas que l'exemple australien en réalité, puisque toute l'Océanie s'y est mise. En Nouvelle-Zélande également, il y a un droit au pari. Alors là, l'assiette est un peu plus compliquée, puisque l'assiette, il y a à la fois un pourcentage sur les mises et puis un pourcentage sur le produit brut des jeux. En Australie, il n'y a qu'un pourcentage sur le produit brut des jeux. Bon. In fine, on arrive à quelque chose qui est assez similaire en termes de pourcentage avec ce qui est fait en France. Alors il y a un exemple qui est un petit peu différent, qui est celui de la Turquie. On a décidé de ne pas l'appliquer en France, mais en Turquie, ils prennent 10% des mises. Et aujourd'hui, le retour pour le sport, aujourd'hui, le retour pour le sport turc des paris, c'est à peu près 200 millions d'euros. Ce qui, pour le coup, pour l'économie du sport en Turquie, est considérable. Alors, on s'est aussi demandé, puisque nous, finalement, on n'a pas été les premiers, puisqu'on a eu l'exemple de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande avant nous, on a demandé aux Australiens, mais comment avez-vous fait ? Et ils nous ont dit, écoutez, schématiquement, les opérateurs et les organisateurs se sont fermés dans une salle et on a eu pour ordre de ne pas sortir de cette salle avant de s'être mis d'accord sur un pourcentage. Alors, les discussions ont été plus longues, j'ai l'impression, en France. Finalement, j'ai l'impression, si j'entends les opérateurs, que c'est beaucoup trop élevé. Je ne m'attendais pas en même temps à autre chose de leur part. Nous pourrions crier partout, mais vous savez, c'est beaucoup trop faible, 1% vu ce que ça représente à la fin de la saison. Je pense fondamentalement aujourd'hui qu'on n'a pas suffisamment de recul après quelques semaines d'application pour savoir si oui ou non c'est trop faible ou c'est trop élevé, parce que finalement, vous nous dites que c'est trop élevé, mais on pourrait aussi crier que c'est trop faible. Donc je pense que pour l'instant, il faut être raisonnable, laisser un peu de temps à cette loi et puis voir dans 18 mois ce qu'il en est réellement. Oui, je crois que effectivement, ce que vous venez de dire reflète bien la seule position que pourrait avoir une autorité de concurrence sur est-ce que c'est trop élevé, est-ce que c'est trop faible. C'est en l'absence de mécanisme de marché, on n'en a strictement aucune idée de savoir si c'est trop élevé ou trop faible. La seule chose, encore une fois, qu'on peut peut-être relever, c'est que si, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, différentes compétitions sportives sont en concurrence aux yeux des parieurs et donc aux yeux des organisateurs de paris, alors on peut imaginer que ça joue le rôle d'un mécanisme de marché qui fasse révéler le prix. Mais en l'absence de tel mécanisme, effectivement, trop élevé, trop faible, ça relève plus d'une appréciation de type marque de café ou doigt mouillé qu'autre chose en l'état actuel des choses. Y a-t-il... Oui, excusez-moi, je vous en prie. Oui, du point de vue de l'opérateur, c'est trop élevé. Mais j'ai bien compris. Mais quand on a un acheteur et un vendeur, généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas pour une question simplement liée au droit lui-même. C'est parce que la somme de tout ce que nous avons à payer en termes de taxation plus le droit nous rend la vie très compliquée du point de vue économique. Notre business model, notre modèle de business, tient pas la route en ce moment en France sur les paris sportifs. Voilà, c'est ça. Oui, une dernière intervention alors, parce que le café nous appelle. Frédéric Besnier, directeur de l'Association nationale des ligues de sport professionnels. J'ai une demande de précision à M. Villotte sur le montant des 330 000 euros sur les mises, sur le revenu des mises. Est-ce que ça effectivement ne concerne uniquement les compétitions organisées par les organisateurs, les compétitions qui ont lieu sur le sol français et organisées par les organisateurs de compétitions françaises et qui donc effectivement sont concernés par le 1% dans les contrats tels qu'ils sont passés entre les opérateurs et les organisateurs. Est-ce que c'est dans ce volume de 330 000, par exemple, pour faire un exemple, est-ce qu'il y a uniquement pour ce qui est du football les matchs de Ligue 1 et pas dedans les matchs de Champions League sur lesquels effectivement il n'y a pas de retour vers les organisateurs français, Fédération française et Ligue de foot professionnelle. Et ensuite effectivement sur la question du montant des
des négociations et la fixation du taux de rémunération, c'est vrai qu'il y a un chiffre qui s'est dégagé autour de 1%, mais c'est effectivement, de par la loi, les organisateurs, j'allais dire, ne sont pas du tout en situation d'avoir la main ou d'imposer, puisqu'effectivement, ils sont obligés d'offrir un prix à l'ensemble de manière non exclusive et non discriminatoire, ce qui fait qu'il faut qu'ils aient en face d'eux des opérateurs en assez grand nombre qui soient effectivement d'accord pour signer ce contrat. Et il y a beaucoup d'organisateurs et beaucoup de disciplines sportives qui auraient effectivement aimé aller être bien au-delà de ce 1%. Ça a été effectivement, comme rappelé M. Cern, des taux qui ont été fixés au départ sur des taux au-delà de 1%, qui ensuite ont été ramenés à 1% par rapport aux négociations qui sont avec les opérateurs et avec la volonté des opérateurs de signer à ce taux de 1%, et d'autres sports qui effectivement avaient des volumes de mise plus faibles que d'autres sports, comme vous disiez tout à l'heure par rapport à la notoriété, auraient effectivement aussi voulu être à un taux au-delà de 1%, mais effectivement il y a eu avec les négociations avec les opérateurs, cette barrière de 1% qui a été infranchissable, alors qu'effectivement tous les taux par rapport aux organisateurs auraient pu vouloir être bien plus élevés que ce 1%. Et voilà, merci beaucoup. Oui, je confirme qu'il s'agit bien du droit d'exploitation pour les événements organisés en France et ayant fait l'objet d'une cession de ce droit et de contrat entre l'organisateur et les sites de Paris. Bien, s'il n'y a plus d'autres réactions ou questions, je vous propose de faire une pause un petit peu écourtée d'environ un quart d'heure, 20 minutes, et de nous retrouver ensuite pour la deuxième table ronde.